Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que nous lançons aujourd'hui la deuxième saison de notre podcast Parlez-moi de toi, une nouvelle formule filmée dans les studios de Pic Média et qui abordera les toitures terrasses sous un angle un peu différent. Après être allé à la rencontre des entreprises d'étanchéité, c'est désormais experts et professionnels de la construction qui décrypteront avec nous les grands enjeux et l'actualité du secteur, de l'étanchéité bien sûr, mais du bâtiment de manière plus générale. Pour ce premier épisode, place à l'innovation en accueillant Thomas Leduron, fondateur et dirigeant d'Impulse Partners. Alors, en quelques mots, Impulse Partners met en relation acteurs de la construction et développeurs d'innovation, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bonjour Adeline. Effectivement, le constat de base, c'était de dire que le secteur de la construction a toujours innové depuis qu'il existe, depuis 3000 ans. Et cependant, il n'y a pas de force d'innovation, il n'y a pas vraiment de R&D qui sont solides et structurantes dans les grands groupes. Et donc, on s'est dit qu'il y avait un besoin d'innovation, d'une part, et d'autre part, il y a une foultitude de solutions techniques, notamment avec la digitalisation, avec la transition écologique aussi, qui a besoin de se confronter à ce monde-là. Et donc, j'ai créé Impulse Partner il y a 15 ans déjà pour essayer de faire une sorte d'intermédiaire entre deux mondes qui avaient peu de chances de se croiser et qui avaient nécessité de se croiser pour répondre aux enjeux des uns et des autres. Alors en fait, comment ça se passe concrètement justement, cette mise en relation, elle se passe comment ? Aujourd'hui, c'est pas mal rodé parce que ça fait un moment qu'on existe, mais le concept de base, c'est de dire que nous, on connaît bien les acteurs du marché, quels qu'ils soient, que ce soit des entreprises de travaux, des fournisseurs de matériaux, des ingénieries, des architectes, voire des maîtrises d'ouvrage et bailleurs sociaux et compagnie. On connaît leurs besoins, on connaît leurs enjeux, on connaît leur nécessité d'innovation. Et donc, on est en capacité de filtrer et d'identifier parmi tous les innovateurs, que ce soit issus de labos de recherche, de start-up ou voire de PME ou de TI qui ont aussi des idées. On est en capacité de filtrer et donc d'amener en face de chaque innovation un interlocuteur qualifié avec un besoin qui va ensuite permettre de voir si ça marche, 2, si c'est écologiquement et économiquement acceptable, 3, s'il y a un marché, etc. Donc, il y a plein d'étapes. Mais le principe, c'est de dire on va mettre en relation, on va créer un match entre des gens qui offrent des solutions qui n'ont pas forcément accès au réseau et des gens qui sont dans notre réseau qui ont besoin de solutions et qui ne savent pas où aller les chercher. Et donc, vous avez parlé de grands groupes, mais les petites entreprises peuvent aussi venir vous consulter pour répondre à des besoins spécifiques. On travaille beaucoup avec des petites entreprises et notamment on travaille aussi avec la Fédération du bâtiment, la Fédération des travaux publics, dont la plupart des adhérents sont des petites entreprises. On travaille même avec la CAPEB, qui est la Fédération des artisans. D'accord. Et donc, cette mise en relation, en fait, c'est quoi ? C'est du speed dating ou c'est Non, j'ai envie de dire, c'est un peu plus riche que ça. Nous, on a vraiment besoin d'aider. Nos clients, ils ont besoin d'innover pour gagner des chantiers, ils ont besoin d'innover pour gagner des affaires, mais ils ne sont pas forcément organisés ils n'ont pas forcément la bande passante pour le faire. Donc, il faut vraiment qu'on ait une légitimité, qu'on ait compris leurs enjeux et qu'on leur amène des choses sur lesquelles on pense qu'il y aura un tilt qui va bien se passer. Et donc, c'est pas mal de préparation. Et c'est ensuite créer des moments, des temps d'échange. Donc, c'est pas vraiment du speed dating, c'est plutôt on rentre dans le cœur des sujets, thématique par thématique. Et sur une thématique donnée, on va amener l'intégralité des solutions qui nous semblent les plus pertinentes. Et c'est là qu'en général commence une relation qui peut être bilatérale entre l'offreur de solutions et son client. Et alors justement, les grandes thématiques, qu'est-ce qui est tendance aujourd'hui ? Alors, il y a des tas de choses qui sont sous-jacentes depuis une dizaine d'années. Je dirais la première, c'est tout ce qui est autour du bas carbone. Et donc, il y a eu en France notamment, mais c'est vrai dans le monde entier, la réglementation 2020 qui impose des tas de critères sur la réduction carbone. Et donc là, c'est intéressant parce que quand je disais tout à l'heure que les entreprises ont besoin d'innover, là elles ont plus que besoin, elles ont l'obligation de faire différemment. Donc ça impose une forte demande. Et donc, il faut aller chercher des solutions qui soient aussi bien dans l'intelligence et dans la compréhension de comment on conçoit un bâtiment avec moins de carbone. Donc, ça va être beaucoup d'outils type logiciel, simulation d'énergie, simulation de poids carbone des matériaux. Mais ça va être aussi trouver des matériaux qui sont différents. Donc, je pense à des matériaux biosourcés, par exemple, qui sont un vrai sujet d'innovation, mais c'est pas simple parce que c'est nouveau, on n'a pas la pratique, on ne connaît pas les prix. Enfin, on savait le faire dans le passé, mais le refaire aujourd'hui, c'est compliqué. Et ensuite, il y a toute l'évolution de la supply chain, on va dire, pour être en capacité de faire des bâtiments qui soient moins carbonés, avec ce que ça implique en termes de reporting aussi. C'est-à-dire qu'il faut que je démontre, non seulement il faut que je fasse un bâtiment moins carboné, mais il faut aussi que je démontre avec la traçabilité que c'est le cas. Donc,
Bref, il y a plein d'innovations plutôt de l'ordre digital qui sont là pour soutenir ces démarches-là. D'accord. Et donc, du coup, vous avez parlé de matériaux, etc. Et en termes de conception des bâtiments, justement, calculer le bilan carbone, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, la plupart des gens de la chaîne de valeur savent calculer des bâtiments depuis des années, mais plutôt sous une forme structurelle, les charges, etc. Et donc, de rajouter une dimension carbone, ça impose des contraintes en plus, et donc il faut des outils, et notamment des outils logiciels, qui doivent eux-mêmes se baser sur des bases de données, de matériaux. Donc, si vous utilisez le ciment X ou Y ou la brique X ou Y, elle va avoir son poids carbone qui est rempli dans sa fiche de déclaration environnementale et de sécurité, et doit être compilé par ce genre de logiciel. Et donc, ça paraît simple quand on parle d'un composant, mais sur un bâtiment qui a des milliers de composants avec plusieurs scénarios, etc., ça peut vite devenir rédhibitoire. Donc, il y a des tas de logiciels qui sont en place et qui existent pour accompagner cette démarche, l'aide au choix, que les architectes et que les concepteurs puissent simuler des scénarios. Et en plus, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, maintenant, on peut vraiment accélérer le temps de calcul. Donc, c'est des choses qu'on faisait avant. On va dire, il y a quelques années, les meilleurs architectes, ils faisaient 3-4 scénarios et puis ils choisissaient le meilleur. Aujourd'hui, on est capable de faire 10 000 scénarios en une demi-journée, et c'est la machine elle-même qui va dire quel est le meilleur, quoi. Et alors justement, vous avez parlé IA. Est-ce que c'est aussi un sujet ? Alors déjà, l'IA, c'est très à la mode, tout le monde en parle et on en parle sans doute un petit peu trop. Là, aujourd'hui, la plupart des acteurs de la filière, ils sont en train de se poser la question de qu'est-ce que veut dire l'IA pour moi et en quoi ça va m'aider. Et donc, il y a déjà plein de... Comme nous, dans le grand public, en fait, il y a déjà plein d'avantages de l'IA sur tout ce qui est analyse de texte. Donc, dans le monde de la construction, c'est analyser des appels d'offres, rédiger des offres. Donc là-dessus, l'IA est une grande aide. Sur des aspects beaucoup plus techniques du type que je viens d'évoquer, de conception, et ben, on commence à avoir des outils d'IA qui font des conceptions, qui font des esquisses architecturales, qui font des prédimensionnements de structures. Et puis l'IA est capable de faire des tas de tâches qui sont, entre guillemets, rébarbatives. Je sais pas, vous avez un bâtiment de 10 étages et historiquement, ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on copiait-collait les plans d'un étage à l'autre, ce qui imposait des tas de sous-optimisation parce qu'on dimensionnait les structures au 10e étage comme on l'avait fait au premier étage, alors qu'il n'y a pas besoin. Et donc l'IA a cette capacité, sans coûter plus cher en termes de temps de calcul et de coût, d'optimiser des formes et des dimensionnements au plus juste. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Et les entreprises sont demandeuses de ce genre de solutions ? Elles sont très demandeuses. Il y a encore un vrai déficit de compétences, de pédagogie, aussi de maîtrise de données. Est-ce que mes données, est-ce qu'elles partent quelque part, aux États-Unis, etc. Donc, tout ça va se mettre en place. On va dire aujourd'hui, on est vraiment au tout début. On est plutôt dans les démonstrateurs. On voit ce qui est envisageable de faire. Je ne suis pas sûr qu'il y a encore beaucoup de gens qui travaillent au quotidien avec des outils d'IA. Et alors, il y a un gros sujet dans le bâtiment de manière générale, c'est la rénovation. On en parle beaucoup avec MaPrimeRénov', etc., qui va, qui vient. Est-ce que dans les développeurs de solutions innovantes travaillent aussi là-dessus ? Alors, c'est un volet extrêmement important. Et je rappelle que la rénovation, la construction neuve, c'est plutôt 1% du parc français, en l'occurrence. Et donc, tout le reste des travaux qu'on doit faire, c'est sur la rénovation. Et donc, c'est là qu'il y a à la fois le plus grand enjeu en termes d'ambition environnementale, mais aussi en termes de business, tout simplement. C'est là que les marchés de demain vont arriver. Et on le voit depuis quelques années, la plupart des marchés neufs sont en train d'évoluer vers des marchés de rénovation. Donc oui, il y a un vrai besoin. La rénovation, c'est plus compliqué parce que c'est plus facile de faire du neuf, paradoxalement, que de la rénovation. Parce que quand on arrive sur un chantier en rénovation, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a des aléas, on démonte, il y a de l'amiante parfois. Donc... Bref, c'est beaucoup de risques. Et donc, l'innovation, à nouveau, elle va aider à encadrer les risques. Très en amont du projet, on a plein de solutions qui ressemblent à des scans 3D ou des analyses thermographiques, etc. Donc, qui vont être dont le coût a vraiment réduit ces dernières années. C'est-à-dire que ça s'est démocratisé. Qui vont être des capteurs, des caméras ou des choses similaires qui vont être en capacité, par exemple, de vous faire un nuage de points du bâtiment. Donc, vous récupérez, même si vous n'avez pas les plans, vous allez récupérer des plans au plus juste. Et puis, dans certains cas, vous saurez même vous saurez identifier où sont les armatures, où sont les murs avec des cavités, etc. Donc ça, c'est hyper important avant de travailler sur une rénovation, de connaître l'état des lieux. Et puis ensuite, et notamment plutôt dans le logement, voire dans la maison individuelle, il y a des tas d'obligations réglementaires autour de la rénovation qui sont autour des DPE. Et donc,
Aujourd'hui, pour connaître son DPE sans faire venir un diagnostiqueur, il commence à avoir des solutions techniques où vous rentrez votre adresse et automatiquement, en vous connectant à des bases de données de l'État, du CSTB, etc., qui vont dire votre logement, sans qu'on soit allé dedans, en fait, on connaît déjà sa localisation, la météo qui est autour, ses caractéristiques, et donc on sait que c'est a priori plutôt une étiquette D, et que si vous faites tel ou tel acte de rénovation, vous allez passer de D à B, par exemple. Et donc ça, le principal problème business sur la rénovation, c'est que pour la capacité des propriétaires ou des gestionnaires d'ouvrages, le coût de rénovation, ils le connaissent à peu près, mais le bénéfice qu'ils vont en avoir, il est très incertain. Et donc, être en capacité de dire, je vois tout de suite de combien d'étiquettes je vais monter et j'ai un coût en face. C'est rassurant. C'est rassurant. Et donc ça, c'est du digital à nouveau, alors qui nécessite qu'il s'inspire et qu'il ait en base de données tous les coûts de rénovation, etc. Mais c'est de l'aide à la décision. Donc il y a beaucoup d'aides à la décision qui sont utilisées en rénovation. Et alors, tout à l'heure, on a parlé émissions carbone, etc. Il y a aussi un autre angle qui se développe, notamment avec la réglementation. C'est tout ce qui est économie circulaire, réemploi. Alors là, on en est où? Parce qu'on entend quand même que c'est quand même assez compliqué à mettre en place. Est-ce qu'il y a des solutions qui se développent sur ces thématiques? Alors oui, mais pas assez. Et c'est pas faute de solutions, c'est plutôt faute de modèle économique viable. Donc le réemploi, c'est une évidence, on le fait depuis la préhistoire. Mais aujourd'hui, on est quand même rentré dans une logique industrielle linéaire où tout est tellement suroptimisé que si on veut faire du réemploi aujourd'hui, paradoxalement, il y a de grandes chances que ça coûte plus cher que si on fait du neuf. D'accord. Je prends n'importe quel exemple. Un faux plafond, c'est un exemple facile où on peut le démonter. En général, il est de bonne qualité parce qu'il n'a jamais été abîmé. Et on pourrait très facilement le réemployer dans un autre bâtiment. Et en fait, pour le faire, il faut le démonter de manière sélective, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi et le balancer à la benne avec d'autres choses. Il faut le poser. Donc ça coûte un petit peu plus cher parce qu'il faut prendre des gants, par exemple. Ensuite, il faut le stocker. Donc le coût du stock a un coût. À moins que vous ayez un chantier en face dans la rue, il faut le transporter. À nouveau, c'est un coût. Et puis, dans le produit du bâtiment, qui sont très encadrés par la réglementation incendie, etc., vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi. Donc, en fait, il faut que vous ayez un assureur qui vienne, qui inspecte les matériaux et qui tamponne en disant « oui, c'est bon, ça marche ». Et ces micro-surcoûts que je viens d'évoquer, paradoxalement, ils coûtent plus cher que de cracher en usine des dalles de faux plafonds. Et c'est ça qui est le paradoxe du réemploi, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de volume pour que ça justifie des effets d'échelle qui font que ça soit moins cher. Et pourtant, il y a plein d'innovations, il y a des plateformes technologiques qui existent, il y a beaucoup de choses sur l'état des lieux, de ce qui est réemployable et de ce qui ne l'est pas. Et en plus, il y a la volonté de l'État, il y a des réglementations. Donc, on est un peu coincé sur le sujet, quoi. Je pense que beaucoup de gens ont fait des efforts, mais sont déçus de la faible volume qui est derrière, quoi. Et est-ce que, en fait, de manière un peu générale, les freins au développement de l'innovation, vraiment de manière globale, ça ne serait pas justement un peu ces deux points clés que vous venez d'évoquer, donc le coût et la réglementation, qui va finalement moins vite que l'innovation? Alors, en France, on est un pays où on aime bien les normes, et je m'étonne de dire ça, mais je pense qu'on a vraiment une avance réglementaire qui a généré une avance technique et technologique, notamment sur les produits bas carbone dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, sur n'importe quel type de produit, mais notamment les ciments, etc., en France, on va être leader mondial de ce qui est possible. Et nous, on a des clients du monde entier qui viennent nous voir parce qu'eux, ils ne sont pas soumis à ces réglementations et pour autant, ils ont envie de manière volontaire d'être exemplaires et donc, ils n'ont pas d'offre locale. Et donc, la réglementation, même si ça fait hurler tout le monde, elle a toujours forcé l'innovation. C'est le principal driver d'innovation. Le problème, c'est que la réglementation, généralement, implique des surcoûts. Et c'est là que ça pose le problème, comme sur le réemploi. C'est-à-dire que sur le réemploi, il y a une réglementation qui dit qu'il faut réutiliser. Il faut se poser la question de réutiliser au maximum. Donc tout le monde se pose la question et tout le monde donne la même réponse en disant finalement, ça coûte plus cher. Et donc c'est là la grande difficulté et le paradoxe de la France, c'est que si on empile des réglementations, on va faire des choses qui sont non soutenables économiquement à la fin. Et à l'inverse, les innovations ont quand même besoin d'un cadre pour se développer. Donc je pense qu'il y a... Et en plus, autre point qui est très important dans l'industrie de la construction, c'est qu'on a une industrie qui est extrêmement silotée entre l'architecte, le bureau d'études, le constructeur, le fabricant de matériaux, etc. Et donc, si quelqu'un innove, il y a de grandes chances que son innovation bénéficie aux autres. Un peu à lui et beaucoup aux autres. Et donc, finalement, personne a...
C'est un peu un jeu où chacun a la tentation de jouer perso et personne a une incentive économique à jouer pour l'ensemble de la filière, ce qui est dommage. D'autant qu'en plus, il y a toute la sous-traitance qui peut s'insérer en plus là-dedans, qui augmente d'autant plus la chaîne. Oui, enfin, n'importe quel chantier de construction, même assez simple, vous avez toujours une trentaine d'acteurs qui sont impliqués. Et donc, si vous imaginez un changement, même mineur, qui va changer ces 30 acteurs, et ben pour la plupart d'entre eux, ça va être un surcoût, une prise de risque, un peu de temps passé en plus. Et il faut vraiment que le gain soit énorme. Et comme je disais tout à l'heure, le risque, c'est que le gain il bénéficie à certains et pas à d'autres. Donc, vous aurez forcément des résistances. Et alors, comment on fait justement pour faire plier ces résistances ? Il n'y a pas de recette magique. C'est une valorisation de l'innovation peut-être dans les devis ou Oui, alors heureusement, il y a des grandes maîtrises d'ouvrage qui ont compris ça et qui, en tant que maîtrise d'ouvrage, disent moi, je veux que toute la chaîne de valeur qui va prester pour moi fasse l'effort. Donc, il y a plein d'exemples de maîtrise d'ouvrage. La SGP imposait le BIM à l'époque où le BIM était encore contesté. Il y a eu le village des athlètes aussi. Le village des pour les athlètes JO. a imposé beaucoup de constructions en bois et biosourcées. Mais la triste réalité de ces maîtrises d'ouvrage qui sont volontaristes, et c'est bien parce que c'est l'État qui est derrière, c'est que souvent, après quelques années, elles se rendent compte que le marché n'était pas prêt et que l'ambition qu'elles avaient fixée, ou bien elles l'ont payé très cher parce que finalement, elles ont dû payer plus cher que le prix du marché des choses normales, ou bien finalement, il y a des défauts, des non-qualités, etc., ce qui est un vrai problème dans la construction. Oui, bien sûr. Donc quand je dis qu'il n'y a pas de recette magique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut surtout pas innover, mais ça veut dire que quand on innove, il faut être conscient que c'est un peu un chemin de croix. Il faut très vite identifier des choses sur lesquelles on se dit là-dessus, ça ne sert à rien d'investir parce que ça sera trop compliqué. Et à l'inverse, il y a des choses qui sont peut-être moins ambitieuses, mais sur lesquelles on se dit on peut facilement toucher tout le monde et ça sera déjà ça de gagner, quoi. Et c'est là où vous justement, vous accompagnez et les développeurs et les acteurs de la construction pour justement bien analyser Je dirais toutes ces problématiques. Toute notre valeur ajoutée de comprendre la complexité et d'être en capacité d'aider très vite avant que les gens fassent des développements et se soient épuisés finalement en termes d'énergie, très vite à dire quel est le meilleur chemin pour pousser une innovation. Est-ce qu'il faut aller vers le bureau d'études ou plutôt vers le sous-traitant façadier. Il faut savoir flécher les gens, il faut savoir où va impacter l'innovation et du coup qui sera le bénéficiaire d'innovation et qui a le plus de motivation finalement à faire l'effort, parce que c'est toujours un effort quand même de faire des process différents, quoi. Et alors, il y a un sujet, une grande thématique qu'on n'a pas abordée, c'est l'eau, l'or bleu. Tout à fait. Est-ce que, justement, dans le bâtiment, ça, de plus en plus, c'est un gros sujet. Est-ce que, de la part des développeurs d'innovation, il y a des choses qui se font ? Alors, l'eau, d'une manière générale, dans notre société, est en train de devenir le nouvel or, comme on disait. Et l'eau, c'est simple, on en a trop, on n'en a pas assez. Et puis, on n'a jamais ce qu'il faut au bon moment. Donc, on a des événements de stress hydrique, des canicules, et puis on a des inondations. Et ça, on en a toujours eu, mais on en a de plus en plus. Et aussi, on a fait des choix qui n'étaient pas forcément les plus malins ces dernières années. On a artificialisé les sols. Enfin, il n'y a pas que le changement climatique, il y a aussi le fait qu'on a surdensifié les choses et que du coup, on s'est mis dans des positions de vulnérabilité extrême. Et donc, on découvre aujourd'hui, je dirais à peu près depuis 2 ans, que l'eau, la relation à l'eau, soit son économie, soit la capacité à la réinfiltrer dans les sols, soit sa qualité, sont des enjeux majeurs. Le bâtiment n'est pas uniquement là-dessus, mais c'est entre ce qui arrive sur une toiture et ce qui va partir dans une gouttière et dans les égouts, c'est quand même un gros pourvoyeur d'eau, notamment dans des espaces de ville sur lesquels on observe des inondations, etc. Donc il y a 2 choses. Il y a beaucoup d'innovations sur l'eau, mais je dirais elles ne sont pas nouvelles. Et puis il y a des pays comme l'Espagne, l'Israël ou même la Belgique où en fait la récupération d'eau de pluie en toiture en Belgique, elle est obligatoire en fait. Donc pour eux, c'est normal. Et nous, c'est encore dérogatoire, c'est compliqué. Il faut démontrer que l'eau l'eau ne sera jamais potable, mais il faut démontrer qu'elle est pas trop polluée, etc. Donc bref, il y a une complexité, mais les innovations en soi, elles sont pas toutes nouvelles. Ce qui est nouveau, c'est leur application, c'est leur adéquation avec la réglementation. C'est aussi des réglementations qui évoluent. D'ailleurs. Oui, puis qui évoluent tous les 6 mois et plutôt dans le bon sens. Parce que justement, les réglementations, elles sont là pour évoluer. Et donc, quand elles voient qu'on a des enjeux autour de l'eau, naturellement, elles sont en train d'évoluer. Mais quand une réglementation évolue,
c'est la tannée pour tous les acteurs qui doivent se réinvestir, à comprendre. Tous les gens qui avaient fait des cahiers des charges doivent les adapter, etc. Donc nous, on est aussi là pour aider ça et pour flécher ça. Mais donc, il y a beaucoup de choses, et notamment sur la récupération d'eau de pluie, les doubles réseaux à l'intérieur des bâtiments, et puis comment, en sortie de bâtiment, les eaux sont exfiltrées, on va dire, avec des logiques de retenue d'eau en toiture pour éviter de gorger les réseaux plus bas, ou alors des retenues d'eau dans le foncier qui est juste immédiatement à côté du bâtiment, de manière aussi à dégorger les réseaux et surtout à faire une réserve d'eau qui sera utilisée par la végétation dans les jours qui suivent. En cas de stress hydrique, justement. Oui, puis comme je disais, il y a trop d'eau ou pas assez, donc il faut créer des tampons en fait, intermédiaires de stock d'eau, ce qui pose un autre problème. Dès qu'on stocke de l'eau, on a des moustiques. Et donc, Haussmann, sous Napoléon III, avait éliminé la végétation des bâtiments. On avait circonscrit la végétation dans des parcs. Et là, on fait un peu en train de faire le retour arrière, et notamment avec toute la logique d'îlots de chaleur sur lesquels on a intérêt à revégétaliser la ville. Et ben, on découvre des nouveaux anciens problèmes en fait, qu'on avait avant. Donc c'est ça qui est intéressant de l'innovation, c'est que c'est jamais nouveau, mais c'est toujours un nouveau contexte économique qui fait qu'on se pose une question, quoi. Donc vous avez parlé végétalisation des toitures, Oui. justement pour la gestion de l'eau, la lutte contre les îlots de chaleur urbains. Est-ce que la toiture terrasse fait l'objet d'autres types d'innovations ? Est-ce que vous avez des startups au sein de votre société qui développent des solutions de toiture terrasse innovantes ? Oui, alors tout à fait. Donc la toiture terrasse, c'est pas nouveau non plus, hein, ça fait des milliers d'années qu'on le fait. Comme je le disais tout à l'heure, pour faire baisser les températures, notamment en ville, et puis aussi pour le côté sociétal et écologique et biodiversité, c'est assez paradoxal parce qu'on a une envie, et notamment les maîtrises d'ouvrage, les élus, etc. Tout le monde pousse pour qu'il y ait plus de toitures terrasses. On sait que c'est toujours compliqué avec les architectes bâtiments de France, etc., parce qu'on ne fait pas ce qu'on veut sur les toits. Et puis ça coûte assez cher aussi de faire une toiture terrasse c'est pas tellement la toiture terrasse qui coûte cher, c'est de mobiliser un chantier, de faire venir une grue, etc., pour un espace qui est assez petit. Donc du coup, il y a beaucoup d'innovations pour essayer d'optimiser ça, pour limiter les surcoûts. Par exemple, je pense à une innovation qui est mapper par satellite tous les bâtiments et voir ceux qui sont éligibles pour mettre de la végétalisation, parce que une collectivité n'a aucune idée en fait, sauf s'ils se baladent un par un à faire l'inventaire de leur bâtiment. Donc là, on peut scanner toute une ville et montrer un potentiel de végétalisation. Donc ça, c'est possible. Ensuite, et même si les gens d'étanchéité font un superbe travail, ça évoque souvent le problème des fuites. Et donc, parce que parfois... Surtout sur les bâtiments anciens. Oui, et puis même sur du neuf, en fait, parce qu'il y a des tas de... En fait, en général, ça se passe très bien au début, mais il y a beaucoup d'interventions sur une toiture terrasse. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont venir planter des arbres, jardiner. On aura du passage, alors que sur d'autres toitures, on n'avait pas de passage. Et donc, c'est souvent ce type d'intervention qui vont créer un sinistre qu'on ne voit pas, parce qu'en fait, l'étanchéité étant masquée sous la belle terrasse qu'on a, on s'en rend compte trop tard. Et donc, je pense à une start-up irlandaise qui marche très bien, qui conçoit un tissu qui se met sous l'étanchéité, et ce tissu sert de capteur et permet d'identifier, avant même qu'il y ait une fuite, dès qu'il y a une humidité, en fait. D'accord. Et on la localise, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir la localiser pour ne pas avoir à démonter toute la toiture, mais vraiment pouvoir intervenir à l'endroit précis et puis mettre un patch. Et puis... On anticipe le sinistre. On anticipe le sinistre, parce que ça, c'est avant que l'eau arrive à l'étage en dessous. Et puis surtout, on est en capacité de réparer, donc c'est du préventif. Et donc ça, c'est un système qui est aussi plébiscité par les assurances, parce que en fait, très vite, la qualité de la toiture devient un problème assurantiel. Et donc oui, il y a des belles innovations qui existent là-dessus. Alors, pour conclure un peu notre entretien, est-ce que vous pourriez m'expliquer un peu pour vous, comme vous êtes vraiment au cœur de l'innovation au quotidien, le bâtiment du futur, ça serait quoi pour vous ? Alors, au risque d'être déceptif, je pense que le bâtiment du futur, il ne sera pas tellement innovant par rapport à ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la capacité de faire des démonstrateurs, de faire des belles choses assez poussées. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas forcément le modèle économique derrière. Donc, je pense que le bâtiment du futur, c'est des bâtiments qui seront à des conditions acceptables économiques, qui seront en capacité d'intégrer tout ce qu'on sait de faire de mieux aujourd'hui, mais qui aujourd'hui sont plutôt de l'ordre du concept car, encore un peu rare, encore un peu cher, etc., et qui seront devenus dans la normalité bientôt. Donc, c'est-à-dire qu'on aura des bâtiments connectés avec des façades et des toitures photovoltaïques, avec des toitures végétalisées, avec du stockage d'énergie, parce que la distribution d'énergie en ville est aussi un vrai sujet, avec du stockage d'eau,
Et puis surtout, avec des ventilations naturelles, pour éviter d'avoir de la climatisation, avec une conception. Enfin, c'est pas que la technique qui est dans le bâtiment, c'est aussi la conception. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit à l'ombre d'autres bâtiments. Il faut concevoir la ville aussi en fonction de là où on est. Et donc, je suis pas sûr qu'en se promenant dans ce bâtiment, dans 30 ans, on verra une grande différence par rapport à ce qu'on peut faire de mieux aujourd'hui. Par contre, il sera abordable, acceptable et il sera rentré dans la normalité, quoi. C'est sur cette prédiction que nous allons conclure nos échanges. Merci Thomas Le Duron d'être avec nous, d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel épisode de Parlez-moi de toi.